Dans la première partie, nous avions détaillé la situation économique, culturelle et politique de l'Alsace en 1914. Situation économique très bonne, culturellement en bonne santé, politiquement en bonne voie, mais peut mieux faire. Et c'est peu de le dire. La constitution que nous avions détaillée présentait de grandes avancées par rapport à la précédente, notamment une meilleure représentation dans les institutions du Reich. Le suffrage universel masculin, oui, parce que les Alsaciennes lorraines n'avaient pas le droit de vote, ce qui en soi est déjà un mauvais point. Mais il restait pas mal d'autres points négatifs. Si l'on devait représenter la constitution du Land Elsass-Lothringen en 1911, il ressemblerait à ça. Nous y retrouvons d'ailleurs tous les acteurs. Le peuple, le Parlement, avec sa chambre basse et sa chambre haute, le Statthalter, le Staatssekretär, son gouvernement et bien évidemment le Kaiser. Comme nous l'avons dit, c'est le peuple alsacien lorrain qui élit ses représentants de la chambre basse au suffrage universel masculin direct. Ils sont 60 à être élus en octobre 1911. Après, il y a la chambre haute composée des représentants des corps constitués et de citoyens de l'Empire résidant en Alsace-Lorraine, en sachant que ces derniers ne peuvent pas être plus nombreux que les représentants des corps constitués. La question que vous posez certainement, c'est qu'est-ce que c'est que ces corps constitués? Il s'agit d'institutions reconnues par l'État, de l'administration, de la justice, des religions, etc. Pour le Reichsland, il s'agissait déjà des évêques de Strasbourg et de Metz, du président de l'église protestante de la confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine, du président de l'église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, d'un représentant des consistoires israélites, du président du tribunal de grande instance de Colmar et d'un représentant de l'université de Strasbourg. Les grandes villes de Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Metz y élisaient un représentant, de même que les chambres de commerce de ces mêmes villes. La campagne avait également son mot à dire par la désignation de 2 représentants des conseils agricoles de Haute-Alsace, de Basse-Alsace et de Lorraine, soit 6 représentants en tout. Il faut encore y ajouter 2 représentants de la chambre des métiers d'Alsace-Lorraine et enfin 3 représentants syndicaux qui auraient dû s'ajouter à la liste suite au vote d'une loi, mais hélas, j'ignore si cette dernière a été votée à temps. Toute cette fastidieuse énumération pour démontrer que ce que l'on peut appeler un Sénat d'Alsace-Lorraine n'est pas élu par le peuple, mais composé en partie des représentants des corps professionnels, institutionnels et religieux, tandis que l'autre partie est composée de citoyens nommés par l'empereur allemand lui-même. Il faut l'accord des 2 chambres pour qu'un projet de loi aboutisse entre les mains de l'empereur, qui doit l'approuver pour qu'elle soit appliquée. Enfin, c'est toujours uniquement l'empereur qui nomme le Statthalter et qui peut le révoquer, et c'est ce même Statthalter qui nomme les représentants de l'Alsace-Lorraine au Bundesrat. On remarque donc un premier défaut, si l'on peut dire, de cette constitution, c'est que contrairement aux autres États, le Kaiser est incontournable. Conclusion, même si les progrès sont réels, le Land Elsass-Lothringen reste un Reichsland, même s'il passe d'une certaine manière de pays d'empire à État de l'Empire. Mais alors, pourquoi une constitution avec autant de défauts? Pourquoi, après 40 ans de vie commune, le Reichsland n'a toujours pas droit à l'égalité pleine et entière avec les autres États allemands? Pourquoi prendre le risque de frustrer toute l'Alsace-Lorraine? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a d'autres enjeux en lice. Ce sujet reste très sensible dans la politique intérieure du Deuxième Reich en général. Les conservateurs allemands redoute cette égalité si le Reichsland devient un État à part entière. Combien de temps avant qu'il ne retourne à la France? Ce qui, au passage, illustre un manque flagrant de confiance, mais une crainte réelle des conservateurs. En fait, cette constitution est le résultat d'un compromis extrêmement fragile obtenu au Reichstag, où, par exemple, le suffrage universel accordé pour l'élection de la chambre basse était destiné à rallier les socialistes allemands à la validation du projet. Et de l'autre côté, l'inscription dans la constitution que la langue officielle et d'enseignement soit l'allemand, ainsi que le maintien sous la tutelle du Kaiser, doit rallier les conservateurs, les nationaux-libéraux et les progressistes. L'octroi des 3 voix au Bundesrat, bien que les délégués soient nommés par le Statthalter et non par le Landtag, et à la condition que ces voix ne donnent pas une majorité à la Prusse, eh bien cette mesure devait rallier le centre catholique allemand au projet. Du côté des conservateurs, on considérait qu'il s'agissait d'un cadeau princier, d'une marque d'honneur. Les autres partis voyaient en fait cette constitution comme un début et qu'elle pouvait être perfectionnée par la suite. En somme, un projet constitutionnel qui devait satisfaire tout le monde, sauf
finalement les principaux intéressés, les députés alsaciens-lorrains ayant voté majoritairement contre ce projet. Ainsi, même si une partie de leurs revendications furent accordées et que cette constitution devint, du fait de l'adoption du suffrage universel, une des plus démocratiques d'Allemagne, ce qui est un progrès indéniable, ils voyaient s'échapper l'essentiel, devenir un Bundesland à part entière. Ensuite, il y a de nombreux défauts. Seul le Reichstag pouvait modifier la constitution de l'Alsace-Lorraine, qui d'ailleurs ne disposait toujours pas de ses propres forces de police, ce rôle étant assuré par un corps de gendarmerie prussien indépendant de l'armée allemande. Ni d'ailleurs de corps d'armée ou de division armée spécifique au sein de l'armée allemande, comme c'était le cas par exemple du Grand-Duché de Bade, encore une fois. Enfin, il n'y a toujours pas de définition claire d'une nationalité alsacienne-lorraine, au contraire des autres États allemands. Au final, l'égalité avec les autres États de l'Allemagne était devenue plus proche, mais ce n'était pas encore une véritable égalité et il restait un obstacle de taille. Car le plus grand adversaire de l'autonomie de l'Alsace-Lorraine, c'était l'armée allemande, et plus particulièrement la caste des officiers majoritairement prussiens qui la commandaient. Ils sont majoritairement des ressortissants de la très haute noblesse allemande et occupaient les postes les plus en vue de l'armée, mais également de l'administration. Ce sont ceux que l'on appelle les Junkers. Alors oui, l'armée allemande est présente en force en Alsace-Lorraine. Plus de 80 000 soldats répartis en une vingtaine de divisions y stationnent en 1914, ce qui en fait la plus grande concentration de militaires au kilomètre carré de tout l'Empire allemand. Tenez, sur cette carte d'époque, on s'est même senti obligé d'ajouter un cartouche montrant les divisions présentes dans le pays pour plus de clarté. Avec cette simple carte, on comprend alors le poids considérable de l'armée allemande dans le Reichsland. L'armée ne considère d'ailleurs le Reichsland que comme un glacis militaire protecteur face à la puissance française. Son poids était tellement important qu'on nommait l'armée allemande le Nebenregierung, histoire de bien désigner qui avait réellement le pouvoir. L'Alsace-Lorraine restait pour eux au mieux un pays rattaché peu sûr et au pire un pays ennemi occupé. D'une manière générale, le haut commandement de l'armée allemande était complètement opposé à toute politique visant à l'autonomie de l'Alsace-Lorraine au sein du Reich, qui ne pouvait pour lui aboutir à terme qu'à sa séparation d'avec l'Allemagne. Les Junkers avaient d'autres projets pour le Reichsland, son annexion à la Prusse, sa prussianisation et l'élimination de tout ce qui rappelle la France. Du coup, c'est un conflit permanent qui opposa les factions les plus francophiles de la société alsacienne-lorraine à l'armée allemande. L'inauguration des monuments de Noiseville le 4 octobre 1908 ou celui de Wissembourg le 17 octobre 1909 commémorant les morts français des batailles de 1870 attirèrent des milliers de participants et furent l'occasion pour les mouvements francophiles d'en faire des manifestations pro-françaises. L'inauguration du monument de Wissembourg fut même l'occasion d'y entonner la Marseillaise en présence de nombreux officiers allemands. Leurs oreilles ont dû siffler pendant quelques jours. De leur côté, l'armée multiplie ses provocations qui sont autant de piques contre le pouvoir civil. Elle s'arroge le pouvoir de police à Mulhouse lors d'un meeting aérien le 21 mai 1911, mais aussi en 1913, l'interdiction formelle de parler français sur une promenade de Metz et l'organisation d'une revue militaire sur la place Breuil à Strasbourg à midi pile, bloquant la circulation dans une bonne partie de la ville. Une série de petits incidents pour bien montrer au pouvoir civil d'Alsace-Lorraine et en premier lieu au Statthalter Karl von Wedel et son staatssekrétaire l'Alsacien Hugo Zorn von Bullach, qui étaient les promoteurs de la Constitution de 1911, qui est le véritable patron dans le Reichsland. Et l'un de ces petits incidents va prendre des proportions démesurées. Octobre 1913, un jour comme un autre à Saverne. Un mot pourtant s'échappe de la caserne occupée par le 99. Infanterieregiment, prononcé par le jeune lieutenant de 20 ans, Günther von Forstner, à l'encontre des recrues alsaciens-lorrains. Vokes, ce qui veut dire voyou. Il promet même une prime à ceux qui lui en ramèneraient mort. L'incident a fini par fuiter et fut relayé par la presse locale. Les Savernois, mis au courant, s'indignèrent et des manifestations spontanées eurent lieu en ville du 7 au 10 novembre.
Les insultes fusaient, prenant le lieutenant pour cible, de même que son supérieur, l'Oberst von Reuter. Von Reuter finit par se fâcher, non seulement contre les habitants de la ville, mais également contre le Kreisdirektor Georg Mahl, à qui il lui reproche son incapacité à faire rétablir l'ordre. Mahl et le maire de Saverne, Louis Knöpfer, préfèrent faire de la prévention et le 11 novembre, après un appel au calme du maire, tout rentra progressivement dans l'ordre. En fait, le Kreisdirektor tentait avant tout d'éviter une intervention des militaires. Toujours est-il que Saverne était redevenu calme, comme d'ailleurs le constatèrent le Statthalter Karl von Wedel et le commandant du 15e corps d'armée basé à Strasbourg, le général Berthold von Deimling, qui firent un arrêt en gare de Saverne alors qu'il se rendait en train à une partie de chasse en Lorraine. Quant à von Forstner, il écopa de 6 jours d'arrêt pour l'emploi du terme « Wokes », interdit par le règlement militaire. Tout semblait réglé. Mais le lieutenant n'avait pas fini de faire parler de lui. Le 15 novembre, le journal L'Elsässer rapporta que von Forstner aurait injurié le drapeau français durant une instruction sur la Légion étrangère par ces mots « Pour ma part, je vous autorise à sur le drapeau français ». Les manifestations reprennent alors à Saverne, d'autant plus qu'après ces 6 jours d'arrêt, von Forstner se baladait ostensiblement en ville, sous escorte armée, ce qui déclenchait les railleries. En gros, on se fiche de lui. Cette situation n'était pas du tout, mais pas du tout du goût du colonel von Reuter. En haut lieu, le général von Deimling et le Kronprinz Friedrich Wilhelm lui-même encouragèrent l'usage de la manière forte. Le 20 novembre, von Reuter fit circuler des patrouilles armées en ville pour empêcher tout rassemblement. Le 26, il fit perquisitionner en toute illégalité le journal local Zaberner Anzeiger et le 28 novembre, il se déchaîna. Après qu'un groupe d'officiers ait été insulté, il fit mettre des mitrailleuses en batterie sur la place du château et fit sortir une section de 50 soldats du château caserne qui se déploya en formation de combat urbain. Les soldats interpellèrent, frappèrent, pourchassèrent les passants parfois jusque dans leur domicile et procédèrent à des arrestations aléatoires. De nombreux civils furent arrêtés et parmi eux 4 magistrats sortant d'une audience au tribunal. 2 furent immédiatement relâchés, mais les 2 autres, les juges Kalisch et Bebelmans, ne furent relâchés que dans la soirée, tandis qu'une trentaine de civils furent enfermés pour la nuit dans les caves de la caserne. Le choc fut tel que le conseil municipal de Saverne adressa un télégramme à l'empereur lui-même pour lui demander la protection de la loi. Les patrouilles ne cessèrent que le lundi 1er décembre sur ordre du général Kuhn, envoyé à Saverne par le ministre de la Guerre, von Falkenhayn, afin de faire un rapport sur les événements. Ce qui n'a pas empêché notre cher lieutenant von Forstner de refaire parler de lui encore une fois. Le lendemain de décembre à Detwiller, lui et un petit groupe de soldats qui l'accompagnaient avaient pourchassé des ouvriers qui se moquaient d'eux. Ils s'acharnèrent sur le seul qu'ils avaient pu rattraper, un cordonnier infirme nommé Blanc que Günther von Forstner frappa de son sabre, le blessant grièvement à la tête. Cette succession d'événements et surtout l'état de siège instauré de fait par le colonel von Reuter fut relayé par la presse, qu'elle soit locale, nationale et même internationale. Oui, parce qu'outre la presse allemande et française, l'information fut relayée dans la presse suisse, britannique, autrichienne, grecque, canadienne, aux États-Unis, au Mexique et même jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'affaire prit alors une tournure politique. Dès le 30 novembre, un rassemblement de 3000 personnes fut organisé par le Parti social-démocrate à Mulhouse. Le 2 décembre, les maires des villes moyennes du Reichsland soutinrent leurs collègues de Saverne, le maire Knöpfer, et en appelèrent au Kaiser pour rétablir l'état de droit. Les partis politiques locaux organisèrent des meetings de protestation dans toute l'Alsace et les députés alsaciens-lorrains intervinrent au Reichstag. L'opinion allemande en général n'était pas indifférente et se divisait en 2 camps. Les conservateurs qui soutenaient l'armée et les milieux centristes et socialistes qui soutenaient les Alsaciens-Lorrains contre l'armée qu'ils considéraient comme une menace sur l'état de droit. Les différents points de vue s'opposèrent au Reichstag les 3 et 4 décembre et devant les critiques, le ministre von Falkenhayn affirma que l'armée avait fait son devoir et accusa la presse d'avoir monté toute l'affaire. Mais il fut interrompu par des huées. Le chancelier Bethmann Hollweg soutint son ministre et pour répondre, le Reichstag vota une motion de défiance à l'égard du chancelier qui fut adoptée à une très large majorité. 293 voix pour, 54 contre et 4 abstentions. Cette motion de défiance fut un fait unique dans l'histoire de l'Empire allemand. Si à ce moment-là, l'Allemagne avait été un régime parlementaire, le gouvernement désavoué par le Reichstag
aurait dû remettre sa démission. Sauf que ce n'était pas le cas. L'Allemagne en 1913 était une monarchie constitutionnelle autoritaire. C'était l'empereur allemand, en l'occurrence à ce moment-là Wilhelm II, qui avait le dernier mot. Et son opinion était déjà toute faite. Pour lui, les manifestations sont intolérables, le gouvernement d'Alsace-Lorraine n'a pas été assez ferme, les autorités civiles ont failli et l'armée n'a fait que son travail en rétablissant l'ordre. Le 5 décembre, ayant convoqué Bethmann Hollweg, von Wedel et Deimling à Donaueschingen, l'empereur décida de garder sa confiance dans son chancelier. Le 99. Infanterieregiment fut envoyé en manœuvre à Bitsch et à Oberhofen et il fut décidé d'accélérer les procédures de justice militaire pour les soldats et officiers impliqués dans l'affaire, de même que de muter von Reuter et von Forstner. Alors que cette décision fut prise, le 7 décembre, le Parti social-démocrate organisa de nombreuses manifestations de soutien aux Alsaciens lorrains contre le pouvoir militaire dans près de 17 villes allemandes, dont 12 grandes villes, et réclamèrent la démission du chancelier et de son ministre de la guerre. Sans succès. À l'issue de l'affaire, le Nebenregierung a triomphé. Le Kreisdirektor Mahl fut quant à lui muté à Thann, où il passa de Kreisdirektor de première classe à Kreisdirektor de troisième classe, et le maire de Saverne, Knöpfler, a été remplacé par un maire professionnel. Pour avoir divulgué l'affaire du drapeau français au journal local, les soldats inculpés furent condamnés de 6 à 3 semaines de Mittelarrest. Le lieutenant von Forstner fut condamné dans l'affaire du cordonnier blessé à 43 jours de prison, mais il fut acquitté en appel. Il a été muté au 43e régiment d'infanterie de Bromberg en Prusse. Quant à l'Oberst von Reuter, il assuma pleinement ses actes et fut acquitté le 10 janvier 1914. Alors il fut certes muté, mais dans un régiment de prestige, le 12. Grenadierregiment Prinz Karl von Preußen, 2. Brandenburgisches, et fut même décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Prusse. Le gouvernement du Reichsland, et notamment le Statthalter von Wedel et le Staatssekrétaire Hugo Zorn von Bullard, furent au centre des critiques. Accusés d'avoir manqué de fermeté envers les manifestants par le pouvoir impérial, la chambre basse du Landtag, comme la chambre haute, pourtant réputée plus conciliante, critiquèrent vertement le gouvernement dont ils ont déploré la passivité envers les militaires. La position de Zorn von Bullard fut intenable. Il démissionna le 28 janvier. Le 18 avril, c'est le Statthalter Karl von Wedel qui est remplacé par Johann von Dallwitz, ancien ministre de l'Intérieur de Prusse et opposant en 1911 à la loi sur la constitution de l'Alsace-Lorraine. Du côté des institutions impériales, la Chambre haute de Prusse, dite Chambre des seigneurs de Prusse, adressa un blâme au chancelier Bethmann Hollweg pour ne pas avoir supprimé la constitution de 1911, responsable, selon cette assemblée, des incidents de Saverne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le processus d'autonomie marqua dès lors un coup d'arrêt. Et peut-être même pire. En effet, il avait été avancé que la nomination de von Dallwitz en tant que Statthalter, secondé par un nouveau Staatssekrétaire, le comte von Röder, un autre haut fonctionnaire prussien, aurait dû préparer une future annexion du Reichsland à la Prusse, mais qu'il aurait simplement manqué de temps, la Première Guerre mondiale ayant débuté peu de temps après son installation. Alors, ce remplacement préfigurait-il réellement une future annexion à la Prusse ? Le débat reste ouvert. Ce qui est certain en revanche, c'est que l'armée avait démontré par cette affaire qu'elle était intouchable. Tandis qu'en Alsace-Lorraine, le fossé entre Altdeutsch et Altelsässer restait un problème d'actualité, et ça même si une partie des Altdeutsch avait pris fait et cause pour les Alsaciens. Le professeur Fritz van Kalker, qui pourtant faisait partie des immigrés allemands installés à Strasbourg, et qui était même professeur de la Kaiser Wilhelms Universität, mais également député au Reichstag, dénonça la maladresse des autorités dans leurs décisions dans la gestion de la crise savernoise. Il lança à la tribune de l'Assemblée du Reich « Vous avez défait notre ouvrage, jetzt ist alles kaputt ». C'était une allusion à la politique d'intégration du Reichsland et Elsass-Lothringen dans l'Empire allemand. Pour lui, tout était à refaire. Car oui, en plus de l'animosité qui régnait entre la société civile alsacienne mosellane et l'armée, on remarque ce problème tout aussi criant. C'est qu'au niveau de la société alsacienne, et en Moselle également d'ailleurs, la société était divisée. La société du Reichsland était composée d'une population autochtone, les Altelsässer, et d'une population venue du reste de l'Allemagne, les Altdeutschen. En 1914, 43 ans après le rattachement de l'Allemagne,
la séparation n'était plus aussi nette qu'au départ. De nombreux émigrés se sont acclimatés à l'Alsace, un nombre important de couples mixtes se sont formés et des enfants d'émigrés allemands sont nés et vivent dans le Reichsland, se considérant tout autant alsaciens-lorrains que les Altelsässer. Une situation particulièrement compliquée que l'intégration de cette population venue de vieille Allemagne. Et pour ne rien arranger, la répartition de la population vieille allemande n'était pas uniformément répartie en Alsace-Moselle. Elle se concentrait surtout dans les grandes villes. Ainsi, dans les petites villes, les émigrés s'intégraient bien mieux dans la population locale que dans les grandes villes. C'était essentiellement dû au fait qu'ils étaient peu nombreux, ce qui empêchait tout fonctionnement en vase clos. Évidemment, ça les poussa à s'intégrer dans la population locale. Les milieux populaires avaient également assimilé la population émigrée du même niveau social. Ainsi, la fracture nette entre les deux populations tendait globalement à s'estomper, sauf au niveau des élites sociales où elle restait bien marquée. Nous avions donc d'un côté la grande et moyenne bourgeoisie locale, restée très francophile, surtout celle des grandes villes, et de l'autre côté, la population germanophile qui refusait tout autant de s'intégrer et qui se considérait comme le haut du panier, à savoir les officiers militaires, les hauts fonctionnaires et une grande partie des professeurs de l'université. Il ne fallait pas croire que l'arrivée de plusieurs milliers d'émigrés venant de la vieille Allemagne allait se faire sans histoire, d'autant plus que ladite population occupait dès le départ des positions très importantes dans l'administration locale, ne laissant que peu de place aux Altelsässer. Les enseignants universitaires de la Kaiser Wilhelms Universität vivaient pour la plus grande majorité en vase clos, même si les étudiants alsaciens-lorrains étaient majoritaires à l'université depuis la moitié de l'année 1883, ils restaient très minoritaires dans le corps professoral. Cependant, l'université s'ouvrait timidement à la société strasbourgeoise, admettant des professeurs ayant fait leurs études à Strasbourg, comme Robert Retzlob, docteur en droit en 1909, qui fut Privatdozent, un titre qui désigne un enseignant universitaire chargé de cours mais non rémunéré. Il fut nommé professeur ordinaire en 1913, mais à l'université de Rostock, où il enseigna jusqu'en 1918 et il devint doyen de la faculté de droit. De l'autre côté, il fut des universitaires venus de la vieille Allemagne qui, eux, s'ouvrirent aux réalités locales, comme Werner Wittich, qui a soutenu sa thèse à Strasbourg en 1891 et y enseigna à partir de 1895. Ami de Charles Spindler, il fit partie du cercle de Saint-Léonard, publia en 1900 Deutsche und Französische Kultur im Elsass, où il partait du principe qu'en Alsace, deux civilisations culturelles incarnées dans deux États se disputent la domination d'un peuple que les événements ont rattaché à l'un puis à l'autre. Il récidivera d'ailleurs sur le même thème en 1905, publiant Kultur und Nationalbewusstsein im Elsass. Ses écrits furent un événement dans un milieu réputé pro-allemand et pas vraiment dans le sens de l'approbation. Il fut mal vu par les autorités et même rappelé à l'ordre et fut obligé de quitter Strasbourg pour Munich en 1907, n'y revenant qu'en 1909 où il occupa un poste de professeur d'histoire économique. De l'autre côté, la haute bourgeoisie alsacienne, et plus spécifiquement la bourgeoisie de Strasbourg, limitait ses contacts avec les Allemands au minimum vital. Comme nous l'avions déjà évoqué dans la première partie, elle fonda ses propres banques, tandis qu'un grand nombre d'entreprises locales avaient gardé des liens forts avec la France. Elles y avaient fondé des succursales, comme par exemple la SACM qui ouvrit une succursale à Belfort, ou les ateliers de Dietrich installés à Lunéville en 1879, à l'origine simple filiale de la société de Dietrich de Niederbronn-les-Bains, qui devinrent la société de Dietrich et compagnie de Lunéville en 1895. Les succursales étaient surtout fondées pour ne pas perdre le contact avec le marché économique français. Il arrivait même que les enfants soient juste retirés du gymnasium pour les instruire en France, faisant en sorte d'éviter au maximum l'influence des professeurs allemands. Et je pense que c'est inutile de préciser qu'ils parlaient français entre eux. C'est simple, l'historien François Huberfil parle tout simplement de verrouillage des classes bourgeoises dans lesquelles l'élément Altdeutsch n'est pas désiré, voire clairement rejeté. Pour reprendre l'exemple de la famille des industriels de Dietrich, on sait entre autres que le drapeau français était installé dans le bureau du baron Eugène de Dietrich et que la langue française restait la langue des dirigeants de l'entreprise. D'ailleurs, ceux qui accomplissaient leur tour de France du compagnonnage étaient assurés d'être réembauchés, ce qui n'était absolument pas le cas de ceux qui choisissaient de faire un tour d'Allemagne. Dans le même temps, les classes populaires aussi conservaient une attirance pour la France. Mais en 1914, que ce soit par résignation, par dépit ou par choix, la France était surtout devenue un objet de nostalgie.
Le peuple s'était acclimaté en Allemagne, même s'il restait nombreux à se rendre en France pour des fêtes patriotiques comme le 14 juillet. Après, reste à voir si c'était du fait d'un réel attachement à la France, ou par défi envers les autorités allemandes, ou tout simplement pour passer du bon temps, ou tout à la fois. C'est possible aussi. Le taux de mariage mixte entre les deux populations est une bonne illustration de ce clivage et montre bien que plus on montait dans les classes sociales, moins ces mariages étaient fréquents. Entre 1891 et 1914 à Strasbourg, et alors qu'un mariage sur 4 scellait une union alsaço-allemande, les Allemands qui se marièrent le plus à des Alsaciennes furent les journaliers et ouvriers de fabrique, les employés de la ville et du Reichsland, les artisans et, plus surprenant, les soldats et les sous-officiers. Sans surprise, ce sont les officiers de l'armée qui sont le plus boudés par les Alsaciennes. Il y a eu en effet uniquement 6 mariages entre un officier de l'armée allemande et une Alsacienne entre 1891 et 1914. C'est intéressant, vu ce que l'on sait de l'armée. On aurait pu croire qu'il n'y aurait pas eu un seul mariage, et pourtant, et ça juste pour Strasbourg, il y en a eu entre des officiers de l'armée allemande et des Alsaciennes. Mais ces unions ne furent jamais sans conséquences dans le milieu social. Henri-Simon Carré était propriétaire d'un magasin à Strasbourg. Il avait joué un rôle important dans la préparation des élections à l'Assemblée nationale de Bordeaux en 1871 et constitua un comité de protestataires radicaux, le comité Carré, qui fit élire Ernest Laut comme maire de Strasbourg, maire qui fut révoqué en 1873 pour francophilie et du fait de son opposition aux travaux d'agrandissement de la ville. Mais voilà que le 23 mai 1896, sa fille Eugénie se maria avec un officier de l'armée allemande, Louis Stürzer. À noter que ce cher Louis devint par la suite général, gouverneur militaire de Metz en 1901, puis en 1903 promu commandant du 16e corps d'armée, toujours basé à Metz. Ce mariage ne fut pas un retournement de sentiment du père acceptant son beau-fils, bien au contraire. Lui, comme ses fils, avaient rompu leur lien avec Eugénie, et bien que le général Stürzer décéda le 17 avril 1906 d'un infarctus du myocarde, les relations demeurèrent rompues durant plus de 40 ans, et ce n'est qu'en 1930 qu'eut lieu la réconciliation entre Eugénie et sa famille. Il s'agit là d'un simple exemple. La réalité est tout en nuances, et ce genre de mariage pouvait avoir des conséquences moins extrêmes, comme celui de l'écrivaine Marie Hart avec un ancien officier wurtembourgeois, elle qui pourtant fit sa scolarité en France. Ce mariage causa d'ailleurs l'horreur de sa mère, institutrice française, mais apparemment pas vraiment son père. Ce genre d'attitude marque quand même le degré de francophilie dont la grande bourgeoisie alsacienne pouvait faire preuve. Après, il y avait aussi des contre-exemples, comme la famille des Cadicus ou des Mules qui se rallièrent très rapidement au nouveau régime, s'assurant ainsi des places de choix dans la nouvelle société allemande, et dont les filles épousèrent des Prussiens bien placés. Louis Condicus, par exemple, qui épousa l'architecte Hermann Egert et qui fut notamment le maître d'œuvre de ceux-ci. Il s'agit du Kaiserspalast, l'actuel palais du Rhin, et que l'on trouve encore aujourd'hui à Strasbourg. Ça prouve qu'il y avait également des germanophiles dans la grande bourgeoisie strasbourgeoise, même s'ils étaient très minoritaires. Mais la francophilie affichée de la grande majorité de la bourgeoisie alsacienne pouvait également lui jouer de mauvais tours. L'affaire emblématique reste celle de la SACM basée à Grafenstaden, appelée à l'époque Elsässische Maschinenbaugesellschaft Grafenstaden, et qui fabriquait des locomotives. Elle subit en 1912 une campagne de presse virulente de la part du journal Rheinisch-Westfälische Zeitung, organe de presse des industriels de Prusse rhénane basé dans le bassin industriel de la Ruhr, un des cœurs industriels du Reich, sur les soupçons de francophilie du directeur technique de l'usine de Grafenstaden. Mais dans le même temps, quand on voit le fond de l'affaire, il y a de quoi se poser des questions. Remettons-nous dans le contexte en ouvrant une parenthèse. Imaginez, vous êtes en 1911, la France et l'Allemagne viennent à peine de sortir d'une crise diplomatique grave à propos de questions coloniales concernant le Maroc qui aurait pu conduire à une guerre. L'Allemagne laissa finalement le champ libre à la France au Maroc en échange d'un agrandissement de la colonie allemande du Cameroun. Et là vous vous demandez quel est le rapport entre le Maroc et l'Alsace. C'est qu'à une soirée Sainte-Cécile, en août 1911, la société chorale de l'usine 1860, également connue sous le nom de Heere Choral, subventionnée par la SACM de Grafenstaden, a l'idée de faire une représentation théâtrale au milieu d'un repas où assistent notamment le directeur de l'usine et le Statthalter lui-même sur le thème d'un bivouac de l'armée française au Maroc. Et tout
outillés. Furent présents sur scène zouaves de l'armée française, fusils Lebel montés en faisceau, drapeau français, un clairon qui retentissait dans les coulisses, et la Marseillaise est même chantée. La totale. Apparemment, cela fit bondir le Statthalter et occasionna son départ, ce qui, de son point de vue, peut se comprendre. C'est un peu comme si une troupe de théâtre rejouait l'affaire Benalla devant le président Macron. Pas sûr qu'il apprécie le geste et qu'il n'y ait pas de conséquences. Le directeur de l'usine de Grafenstaden, Frédéric Heiler, fut accusé de ne pas avoir empêché cette représentation et de passer pour un bon gros francophile, ce qui apparemment arrangeait bien les industriels de la Ruhr, qui y virent là un excellent moyen de se débarrasser d'un concurrent qui écoulait 2/3 de sa production de locomotives auprès des chemins de fer prussiens. Était-il coupable? Était-il innocent? Bonne question. S'il avait été coupable, à savoir qu'il avait tout organisé, sa réaction envers la Heereschoral aurait été certainement celle-ci. Par contre, si ça s'était déroulé à son insu, c'est plutôt cette tête qu'il aurait tiré. Au final, pour préserver les affaires de la SACM en Allemagne, Frédéric Heiler fut renvoyé. Cette affaire illustre la méfiance réciproque de ces deux mondes, le tout pimenté par la concurrence qui caractérise le monde des affaires. D'ailleurs, et pour en finir avec cet aspect de la société alsacienne, évoquons rapidement les réticences des germanophiles et des francophiles vis-à-vis du développement de la culture locale alsacienne. Ainsi, dès la première en 1898 de la pièce de théâtre Der Herr Mehr, écrite par Stosskopf, les milieux francophiles regrettaient qu'elle n'ait pas été écrite en bon français, tandis que les germanophiles l'auraient préférée en Hochdeutsch. Ils étaient d'accord sur un seul point. Ils n'appréciaient pas cette pièce qui, pour rappel, avait été particulièrement appréciée par le Kaiser Wilhelm lui-même. Si l'Alsace-Lorraine de l'époque restait indéniablement marquée par la division entre immigrés Altdeutsch et les autochtones Altelsässer, cette division tendait à se cicatriser en 1914. Elle n'avait pourtant pas encore tout à fait disparu et redevenait même particulièrement visible au niveau des classes sociales supérieures malgré des exemples d'intégration réussis. Cependant, l'affaire de Saverne avait rouvert cette brèche et l'on ne saura jamais si elle se serait à nouveau refermée ou non. Retenons également qu'en 1914, le Reichsland Elsass-Lothringen était pleinement entré dans le XXe siècle, disposant d'un système social performant, d'entreprises tout aussi performantes et qui était à la pointe en matière d'innovation technologique de cette époque. Le confort technologique s'était lui aussi amélioré, permettant à un nombre toujours croissant d'Alsaciens lorrains, qui passèrent de 1 050 000 en 1871 à 1 220 000 en 1910, de profiter de l'eau courante, du gaz de ville et même d'un réseau électrique toujours plus étendu, tandis que le réseau de chemin de fer, que ce soit en train ou en tramway, leur permettait une facilité de déplacement jusque-là inconnue. Si en 1914, il restait un attachement plus ou moins fort à la France, attachement entretenu notamment par la haute bourgeoisie et les cercles francophiles, l'ancienne mère patrie faisait plus figure de passé rempli de nostalgie, d'autant plus que la politique anticléricale de la France choquait les Alsaciens lorrains catholiques qui voyaient au contraire un pouvoir impérial allemand devenir de plus en plus tolérant vis-à-vis du catholicisme. L'Alsace était ainsi bien intégrée à l'espace allemand, que ce soit d'ailleurs économiquement ou culturellement, même au niveau politique. La preuve étant qu'en 1913, le Reichstag avait pris fait et cause pour le Reichsland contre l'armée. Pourtant, l'issue de l'affaire de Saverne laisse le destin institutionnel du Reichsland en suspens. La confiance rompue entre le pouvoir impérial et les Alsaciens pouvait au mieux signifier un gel des évolutions futures du statut du Reichsland vers l'égalité complète d'avec les autres États allemands, au pire vers une annexion au royaume de Prusse avec un scénario semblable à ce qu'il s'était passé en Poznanie en 1867. À savoir qu'avant, il s'agissait d'un duché autonome, majoritairement peuplé de Polonais, et que Berlin rabaissa au rang de simple province prussienne, s'efforçant de germaniser la population. Mais nous ne saurons jamais ce qui aurait pu se passer en Alsace. Alors que les braises de l'affaire de Saverne achevaient de s'éteindre début juillet 1914, quelques jours auparavant, le 28 juin, le jeune Gavrilo Princip avait tiré les 2 coups de feu qui mirent fin à la vie de l'archiduc François Ferdinand et de sa femme, la duchesse Sophia. Ils donnèrent le signal d'un emballement diplomatique fatal. Premières étincelles qui allumèrent un incendie qui embrasa le monde durant 4 longues années. Cet incendie n'épargna pas l'Alsace. Et c'est ce que nous verrons très bientôt. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode
où nous aborderons l'Alsace durant la Première Guerre mondiale. Peace Paul.